Fait le chrono. Quand tu appuies juste. Oui, c'est vrai. Là, j'ai appuyé. Là, on a enregistré. Hein. Je crois que là, ça enregistre. Oui, c'est ça. Donc, après. Excuse-moi, j'ai fait, puis j'ai parti par les. À la présentation du mémoire de maîtrise, de la soutenance du mémoire de maîtrise de M. Guy Haïssi. Donc, qui va nous présenter la conception d'un régulateur de tension CMOS à faible consommation de courant et bas voltage pour amplificateur RF intégré. Donc, ça va se dérouler comme suit, c'est-à-dire que tout d'abord, monsieur va présenter devant les membres du jury qui sont composés du professeur Guy Gauthier du département de génie de la production automatisée et des professeurs Nicolas Constantin et Vaïe Nerviziane qui sont du département de génie électrique qui sont en fait respectivement directeurs et co-directeurs de recherche de monsieur Haïssi. Et moi-même qui va agir à titre de président du jury. Mon nom est Lynn Woodward et je suis également du département génie électrique. Donc, ça va se dérouler comme suit. Il y aura une présentation orale de 30 à 40 minutes, suivie d'une période de questions tout d'abord par les membres du jury, et par la suite, vous serez invité, en tant qu'auditoire, à poser des questions si vous désirez le faire. Finalement, on va inviter tout le monde à sortir. Le jury va délibérer, suite à quoi nous rappellerons M. Haïssi pour donner nos commentaires et notre recommandation. Et vous serez invité par la suite à réintégrer le local pour la décision finale. C'est la parole. Merci, Madame la Présidente du jury, de me passer la parole pour présenter ce sujet de recherche qu'on a mené ici à l'École de technologie supérieure dans le domaine de la microélectronique analogique. Donc, pour situer les esprits, nous allons commencer par une brève perspective de la microélectronique analogique qui utilise des circuits monolithiques qu'on appelle en anglais MMIC. Et ces circuits ont des avantages et des inconvénients, tant au niveau de la fabrication qu'au niveau du design des composants. Je vais attirer l'attention juste sur deux aspects. Le premier qui consiste à dire, en microélectronique, si on a une surface de plus, comment est-ce qu'on va faire pour intégrer des composants au maximum? Plus de composants, ça veut dire plus de fonctions. Plus de fonctions, ça veut dire plus de rentabilité de l'espace. Donc c'est ce qu'on appelle la miniaturisation des composants. Mais lorsqu'on a affaire à des zones RF, il y a un autre problème qui se pose, c'est celui selon lequel les zones RF vont se propager à travers les circuits et créer des perturbations qui vont altérer les performances de différents circuits. Alors si nous nous arrêtons un moment sur la miniaturisation des composants, il y a un chercheur qui s'appelle Baker, qui a écrit un livre en 2010, qui parle de tous les effets qu'on peut avoir suite à cette miniaturisation qui pose pas mal de problèmes au niveau de la fabrication. Tous ces problèmes, nous les avons limités à travers le choix d'une technologie suffisamment robuste qu'on appelle le TSMC 0.18 micromètres. Pour nous, les concepteurs de circuits intégrés, c'est une disposition qui accentue la contrainte d'opération à bas voltage, parce que comme on le voit ici, au niveau de supply voltage, plus cette tension va diminuer, moins on a de plage dynamique au niveau de notre circuit, et également il y a une influence au niveau du gain. Et à travers ce cycle, on comprend bien qu'il y a aussi une influence indirecte sur les autres éléments du circuit. Ça c'est pour la miniaturisation. Si on regarde l'aspect de la perturbation RF, qui est dans le deuxième volet que j'ai mentionné tout à l'heure, si nous avons ici notre amplificateur RF que nous avons choisi à base d'arsénide de gallium hétérojonction et qui réalise une amplification à wideband CDMA. Alors, ça veut dire qu'il a une tension d'entrée de 1.4 volts qui correspond à la tension base émetteur de ce transistor. Le régulateur doit être capable de fournir une tension de un courant de 20 mA à cet amplificateur, mais comme on le constate, la perturbation ne fait pas caler vers l'amplificateur. Il y en a une partie qui s'en va vers le régulateur et qui va aller altérer les performances de ce régulateur-là. Et donc, dans la littérature, on a trouvé deux principales façons pour combattre cette interaction RF. La première option est de la bloquer. Alors pour ça, on met ce qu'on appelle une bobine d'isolation ici, qu'on appelle RF choke, qui va présenter une haute impédance pour le signal RF, mais permettre au régulateur quand même de donner du courant à notre amplificateur. On va constater qu'aucun courant ne descend pas vers la source à cause de la capacité C. Donc ça pose un problème parce que plus on veut une bonne isolation, plus ça prend de grandes inductances. Plus d'inductance et plus de surface, et donc moins d'espace pour mettre d'autres circuits et réaliser des fonctions électroniques. L'autre solution qu'on a adoptée dans la littérature, c'est de faire une prédistorsion. Par exemple, si on a un amplificateur, si on veut améliorer sa linéarité,
on va faire de la prédistorsion. Alors, on peut voir la linéarité de plusieurs manières. L'une des façons de faire, c'est de dire, OK, nous avons une puissance d'entrée ici, une puissance de sortie. En fonction des deux, la puissance de sortie doit être linéaire par rapport à la puissance d'entrée normalement. Mais à cause du phénomène de distorsion, il y a une compression qu'on observe à partir d'un moment donné à ces niveaux. Et pour combattre cette distorsion, on peut utiliser ce qu'on appelle la prédistorsion, c'est-à-dire on a ici notre amplificateur et on peut mettre avant l'amplificateur un bloc de prédistorsion qui aura un comportement complémentaire en gain ici par rapport à celui de la distorsion et on aura un gain suffisamment stable. Et aussi au niveau des phases, on pourra avoir un meilleur comportement en phase. Donc notre recherche s'est située à peu près au milieu de ces deux options parce qu'il y a, comme on l'a dit, de bons avantages à utiliser du CMOS pour faire de la microélectronique, mais aussi il y a une tendance de la recherche qui vise à faire du CMOS au composant unique pour la microélectronique analogique, numérique et même RF. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe pour l'ensemble de ces circuits si on permettait une infiltration intentionnelle des ondes RF dans les circuits, ce qui permettrait de voir les effets de cette onde, ce qui permettrait de proposer des techniques pour pouvoir désensibiliser. Et si on les désensibilise, ça veut dire le RF choke, c'est un peu comme si ça diminuait, donc on favorise l'intégration sur bus. Donc ça, c'est la première option qu'on a fait pour notre orientation de recherche. La deuxième option, c'est de dire, OK, la prédistorsion, on veut la réaliser, mais il est important que les effets nocifs de l'infiltration ne viennent, comment on va dire, diluer un peu les performances qu'on peut obtenir à partir de la prédistorsion. Donc, si on résume tout ceci, la problématique de recherche et les objectifs que nous avons, alors nous avons un contrôle d'opération à bas voltage. Il nous faut viser à avoir une faible consommation de courant pour améliorer l'efficacité énergétique. Le régulateur ici doit donner un courant de 20 mA à notre amplificateur. La tension de sortie est de 1,4 volts. On va avoir une tolérance de 40 mV parce qu'il y a une diminution de la température de cette tension en fonction de la température. Et enfin, notre axe de recherche, c'est la désensibilisation contre les perturbations RF. Donc pour la suite, nous allons présenter très brièvement la rétroaction négative. Ensuite, on va parler de l'amplificateur lui-même, du régulateur lui-même, en deux étapes. Premièrement, l'ampli up. Deuxièmement, les autres circuits qui vont avec, avant de regarder les effets des ondes RF et de présenter le dessin du circuit. Donc, il y a plusieurs façons de faire de la régulation. Nous avons choisi de faire la régulation par rétroaction négative pour les vertus qu'elle a. Stabilisation du gain, désensibilisation du gain, amélioration des performances, élargissement de la bande passante. La liste n'est pas exhaustive. Et pour pouvoir évaluer les performances de la régulation, on peut utiliser un certain nombre de critères. Ici, on a choisi d'en illustrer 3. Le virage statique, par exemple, la régulation, c'est prendre ici la tension de la ramener à travers un module de feedback ici à l'entrée inverseuse. Normalement, en comparant les deux valeurs pour un très bon régulateur, on doit avoir une différence très très faible qu'on appelle virage statique. Donc, plus la statique est faible, mieux la régulation est efficace. Et aussi la certitude maximale, tout à l'heure on a parlé de 40 mV qu'on va pouvoir viser. Et enfin la stabilité, à travers la marge de gain et la marge de phase, on peut évaluer l'écart qu'on a par rapport à des conditions d'oscillation qui sont différentes des conditions de régulation. Donc, notre amplificateur opérationnel, il est ici. Il est important de savoir qu'en termes de régulation, le plus important, mis à part le problème de stabilité, il est important d'avoir un excellent gain en boucle ouverte qui va nous apporter ce circuit qu'on appelle le régulateur. Pour le moment, on le voit comme une boîte noire, mais il s'agit pour nous de lui donner du contenu. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce circuit pour avoir un bon gain en boucle ouverte. Alors, on commence par l'étage de gain. Avec la contrainte bas voltage, nous avons regardé dans la littérature le circuit qui permettait d'avoir de bonnes performances à bas voltage. Et nous avons trouvé ce qu'on appelle le Folded Cascode qui a été introduit en 1984 par Ritner et Copeland. C'est un circuit qui est très intéressant, qui a subi beaucoup d'améliorations à travers le temps, mais la dernière en date est celle proposée par Assad et Sylvain Martinez en 2009, qui ont constaté ici pour le transistor M3A, M3 et M4, qui ont le plus fort courant dans le circuit, donc la plus forte transconductance. Cet effet n'est pas suffisamment exploité dans la dynamique du circuit. Ils ont donc proposé pour améliorer les performances d'exploiter les caractéristiques avantageuses des miroirs de courant en divisant M1 et M2 à travers deux transistors de dimension égale et en divisant ici M3 et M4
à travers deux transistors toujours, mais avec un effet miroir de facteur K. Et on constate que par la suite, il y a de l'effet au niveau des comportements des DC. Les plages dynamiques sont maintenues, aussi bien pour le cascode que pour le circuit proposé ici. Et même on a une plus faible consommation de courant, ce qui est un avantage. Et pour les caractéristiques dynamiques, on a, grâce au facteur K, une amélioration de la transconductance, du slew rate, de la résistance de sortie, du gain. Tout ceci sans avoir davantage de bruit et sans avoir davantage d'offset. Donc, c'est un circuit qui était assez intéressant et qu'on a choisi donc d'utiliser. En le comparant par rapport aux autres circuits de la littérature, on a constaté qu'il permet une opération à bas voltage. Ici, il est polarisé à 1.8, contrairement aux autres qui sont plus élevés. Il a été testé en technologie CMOS 0.18 comme nous voulons le faire. Il bénéficie d'un bon gain et d'une très bonne marge de phase. Seulement, si on regarde aussi cette colonne, qui est celle de la consommation de courant, on se rend compte qu'il arrive jusqu'à 800 microampères, ce qui est très élevé pour les autres qui sont à 150 et 135 par exemple. Donc, c'est une limite qu'on a mentionnée ici. L'autre limite, c'est quand un courant de 20 mA vient la charge et il est incapable de le fournir. Et enfin, on se demande c'est quoi la sensibilité par rapport aux perturbations RF. Donc, on les prend point par point. Si on prend le faible courant de sortie que nous avons dans notre système, cela nous nécessite d'ajouter ce qu'on appelle un buffer de courant. Le buffer qui va, juste après le détage de gain, l'aider à fournir tout le courant à travers deux questions. La première question, c'est, dans ce buffer, est-ce qu'on met un transistor PMOS ou NMOS? La deuxième, c'est, quelle est la taille de ce buffer? Et donc, on constate, on a fait des tests pour évaluer les deux. Évaluer la tension de sortie en fonction de l'erreur statique introduite à l'entrée de l'amplificateur opérationnel. Pour un PMOS, on constate qu'avec des valeurs suffisamment faibles, on arrive quand même à obtenir très rapidement le 1.4 qu'on cherche à la sortie. Des points NMOS, même avec 25 mV qui est assez élevé, on n'arrive même pas à avoir 1.1 V ici à la sortie. Donc on a décidé de choisir le PMOS comme buffer. Et pour la taille, on a travaillé avec le logiciel Cadence pour faire la simulation. Donc la cellule de base de Cadence, c'est dimension 0.5 sur 0.18. On s'est dit, on va prendre un facteur A multiplicatif qui nous permet de multiplier la cellule de base pour en faire la taille du buffer. Donc un test nous a donné A égale à 520 et ça représente à peu près 120 transistors d'une dimension de 2.16 sur 0.18. Et on a fait des tests aussi, le buffer est capable de fournir un courant de 25 mA avec une tolérance de 1.8 V pour une charge isolée en RF. Pour la baisse du courant de polarisation, on a choisi le critère qui permet premièrement de maintenir une bonne place dynamique de sortie et une certaine linéarité dans le gain. Cette tension ici que nous voyons avec out RFC à la sortie de entre les deux étages, si elle est très haute, elle va réduire ici la tension VGS de façon à limiter sa capacité à fournir les 20 mA et elle peut perturber également l'état de la charge dynamique supérieure. Si elle est très basse, elle peut placer le transistor M4A en triode, ce qui aura un effet de limiter la linéarité du gain et de diminuer les performances de la rétroaction. Donc on a choisi une méthode qui premièrement permet de diminuer tous les transistors du circuit d'un facteur de 0.15. La place dynamique va être réduite jusque-là, dans un premier temps. Et ensuite, on a diminué la dimension du transistor de source de 0.15. Et en le faisant, la tension de sortie remonte jusqu'à la valeur initiale. Donc, on a la même place dynamique, mais on a réussi à diviser tous les transistors, la surface d'un facteur de 0.15, ce qui est un avantage pour la miniaturisation sur plus. Mais le plus grand bénéfice ici, c'est que le courant est passé de 800 microampères à 135 microampères en faisant cette opération. Ce qui, à titre de comparaison, dans la littérature, l'autre circuit qui faisait une baisse aussi importante du courant, maximum qu'on a trouvé était à 360. Là, nous sommes à peu près à 640. Donc, tout ceci se fait en permettant d'avoir une meilleure stabilité, c'est-à-dire une meilleure marge de phase au niveau de notre circuit. Pour compléter les tâches de gain, il faut voir ce qu'on appelle les potentiels de polarisation. Ici, on en a 4. Premièrement, VBP1 pour fixer le courant qui sera déterminé dans le circuit, qu'on a évalué à 1.13 volts. Ensuite, on a VBP2 pour la linéarité ici de tout ce bloc de la charge active, qu'on a évalué à 0.78. Ensuite, il y a VBN1 qui concerne tous ces transistors ici, en mode de saturation, qu'on a évalué à 1 volt. Et enfin, il y a VBN2 qui concerne les deux transistors ici, mais M5 et M6 qu'on a évalué à 1.1 volt. On a conçu un circuit de polarisation pour générer tous ces potentiels.
On s'est servi pour ça ici du miroir de courant télescopique qui fournit un courant de 0,55 microampères. Et le courant est par la suite reporté par effet miroir dans les différentes branches ici. Et grâce à ce transistor, on va fixer les potentiels, les potentiels d'ici aux valeurs que nous désirons. L'avantage ici, c'est qu'on a un cycle de polarisation qui consomme juste 5 microampères, ce qui n'altère pas véritablement la consommation de l'étage. Et donc, à la fin, ce qu'on fait, par exemple, on a mis ici VBP1, ici, donc on le prend et puis on le connecte au niveau du circuit. Sinon, on a ici, par exemple, BBN1, on le connecte et en le faisant, nous avons un bon fonctionnement de notre circuit. Donc, rappelez que tout à l'heure, on avait une boîte noire ici. Désormais, on sait qu'on a le fond de cascode qu'on a placé. On a fait un travail sur la polarisation, la miniaturisation également. Il y a le buffer qu'on a choisi, PMOS, et les dimensions que nous connaissons. Il reste maintenant pour la suite à déterminer les autres éléments du circuit. Ici, nous avons notre source de signal wideband CDMA d'une fréquence de 1,88 GHz et une puissance disponible maximale de 22 dBm à peu près. Donc, ce qu'il nous reste à trouver, c'est le reste, la référence, par exemple, quel circuit on va choisir pour ça, les résistances RFR du module de feedback, et enfin, le circuit qui va émuler la charge. Pour la référence, tout à l'heure, on parlait de linéarité du gain. La référence se place ici, ce qu'on appelle les entrées en mode commun. Donc, on a évalué le comportement de la tension de sortie en fonction d'une variation en mode commun, on obtient ceci. Donc, dans la zone en gris, c'est ce qu'on appelle la plage de fonctionnement linéaire. On constate pour laquelle la sortie est suffisamment stable, ce qui veut dire une stabilité du buffer ici, la polarisation du buffer, ce qui est un avantage. Et donc, pour garantir cela au maximum, on a décidé de placer la référence exactement au milieu de cette plage. Par simulation, on a déterminé le minimum à 0,18 et le maximum à 1,02. Donc, on le place à 0,6. Et pour générer la référence, on avait le choix entre 3 circuits. Et ces 3 circuits proposés par Becker dans son livre également, Becker 2010. Mais on a choisi la référence numéro 1 parce qu'elle a une bonne stabilité en température, telle qu'on le voit ici. Elle consomme beaucoup de courant par rapport aux autres, c'est vrai. Mais ces résistances ici sont de l'ordre du centaine de kiloohms. Si on veut avoir une référence efficace, ce qu'on le verra par la suite est très désavantageux au niveau du dessin de la puce électronique. Donc, deuxièmement, c'est le bloc de feedback. Tout à l'heure, on a déterminé à 0,7 la référence. On a un système d'équation avec la deuxième équation qui est fournie par l'équation du gain, qui donne une linéarité entre les deux tensions qu'on voit ici. Mais il faut également avoir très peu de courant ici, parce que l'ampli OPSI fournit par exemple 20 mA, c'est pas intéressant qu'on ait par exemple un ou deux qui se ramassent dans le bloc de rétroaction. Ensuite, s'il y a une perturbation, il faudrait qu'on ait des résistances suffisamment grandes ici pour contrer leur effet par rapport à la rétroaction. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi 280 kΩ pour le RF et 210 kΩ pour le RIN. Le circuit de charge, avec la rectification ici, une jonction base émetteur à CI de gallium, on a un comportement de la charge qu'on a évalué à travers cette tendance qu'on voit ici. Donc, au faible courant, c'est à 1 mA, mais plus la puissance augmente ici, plus le courant va augmenter de façon exponentielle. 20 mA correspond à 20 dBm, puissance maximale, courant maximal. Et donc, pour émuler ce comportement de charge qu'on voit en dessous, on a décidé d'avoir un circuit à l'aide de diodes et de résistance, placé ici, qu'on a placé là. Et il fallait trouver R1 et R2 pour pouvoir avoir ce comportement. R1 nous aide à fixer le 1 mV ici, et R2 nous aide à avoir cette tendance que nous voyons dans la courbe. Donc, pour déterminer R1 et R2, on a utilisé le système. Ça, c'est une image de cadence. Ici, il y a la référence qu'on reconnaît, la charge qu'on reconnaît, la source qu'on reconnaît. L'ampli op ici, il est carré, il n'est pas rectangulaire, il n'est pas triangulaire. Et les résistances RF-RIN. Et RF choke, il est ici. Donc, on a déterminé 910 ohms pour R1 et 68 ohms pour R2, qui donnaient des comportements très semblables à la courbe théorique qu'on voulait obtenir. C'est la courbe qui est en très plein ici. Donc, maintenant, on fait de la recherche. On a notre banc de simulation, on a le RF choke. On va diminuer le RF choke, ce qui va permettre au RF d'aller dans le circuit de polarisation. On va observer les effets pour pouvoir proposer des techniques de désensibilisation. Alors, on parle d'une inductance de 100 nanohenry que nous avons montré par simulation qui correspond à une inductance totale. C'est comme une isolation totale entre les circuits.
Et donc, on la diminue progressivement pour pouvoir voir les effets. Et donc, on a mis ces deux colonnes ici pour montrer que tant que nous avons une différence ici, VG moins VD supérieur à 0,4, tension de seuil de transistor V4A, on a une bonne régulation. Mais lorsqu'on passe en dessous, on n'a plus la linéarité du gain et on voit que la régulation diminue très rapidement et perd de la qualité. Il y a d'autres résultats sur la fréquence, sur la puissance, sur le courant, on va revenir dessus tout à l'heure. Alors notre solution, notre proposition a été de faire de la désensibilisation en essayant de préserver la linéarité de l'étage de gain. On place ici une résistance d'amortissement qui va permettre, par exemple, de préserver la linéarité du gain de l'étage tout à l'heure. La puissance RF qui s'en vient de la charge et qui remonte vers l'ampli sera dissipée à ce niveau ici. Si on regarde la résistance plus les capacités internes des autres transistors, on a un filtre RC qui contribue à filtrer la perturbation RF. Et enfin, on n'a pas de modification du comportement DC parce qu'il n'y a pas de courant qui va ici. Donc, en rajoutant une résistance ici, on ne modifie pas la haute impédance vue à la grille du buffer. Donc, de tout ceci, qu'est-ce qu'on espère? On espère avoir une désensibilisation du circuit. Ça veut dire une réduction de RF choke et également limiter la chute de tension de sortie qu'on observe présentement. On a évalué la résistance de la valeur de la résistance à 50 kΩ grâce à un test, balayage de en fonction de la résistance de sortie. Et autre effet qu'on voit après la technique de désensibilisation, c'est que si on regarde ici, les résultats en pointillés sont avant l'amortissement et en très plein c'est après l'amortissement. Si on regarde ici par exemple au niveau du courant, on va se rendre compte que pour obtenir le courant de 20 mA, ça nous prend une puissance RF inférieure à celle qu'on avait avant l'amortissement. Ce qui veut dire qu'il y a eu une bonne... cette désensibilisation qui a été efficace de façon à nous permettre de réduire l'inductance RF choke à une valeur minimale de 6 nanohenry, ce qui est intéressant pour l'intégration sur puce. À ce courant de 20 mA, si on veut évaluer la quantité de bénéfices qu'on va dire au niveau de la chute de la tension de sortie, elle est évaluée à 100 mV. Donc, ce qui est au niveau assez important, de façon à retrouver une performance de 40 mV en sortie. Donc, finalement, ce graphique démontre bien l'efficacité à la fois de la régulation, à la fois de la technique de désensibilisation qu'on a obtenue, baisse de RF choke et récupération de 100 mV en sortie. Donc, ce qui nous reste, si on conclut rapidement tout ce qu'on a fait jusqu'à là, d'un point de vue technique, il nous fallait concevoir un régulateur capable de fournir 20 mA. Alors, on a pu les fournir grâce à ce buffer sans problème. Notre étage de gain est constitué d'une structure qui a une approche nouvelle, une technique innovante. Nous avons diminué son courant de polarisation de façon drastique. Nous avons conçu un circuit de polarisation pour lui. Nous avons réduit la surface de puce à ces niveaux. Et en termes de désensibilisation, grâce à notre résistance R ici, on est capable de diminuer cette inductance en favorisant l'intégration sur puce et également de récupérer 100 mV en termes de tension de sortie, de chute de tension à la sortie. Donc, on a dit au début, premièrement, c'était de sensibiliser le circuit, deuxièmement, voir dans quelle mesure est-ce que cette désensibilisation peut aider à faire de la prédistorsion. Donc, la première recommandation qu'on fait pour notre travail, c'est essayer de regarder un peu c'est quoi que cette technique peut apporter au niveau de la prédistorsion. La deuxième recommandation qu'on fait, c'est que puisque le CMOS est de plus en plus intéressant, il pourrait être aussi intéressant de voir son effet sur d'autres circuits, sur d'autres fonctions de la microélectronique. Donc, nous avons fait par la suite le dessin du circuit avec des points en bleu permettant de voir l'état d'essai du circuit, parce que lorsqu'on fabrique le circuit, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si on veut savoir est-ce que le circuit est bien monté, c'est important d'avoir comme des points extérieurs qui permettent de voir si ça marche bien. Donc, du point de vue d'essai, les points en bleu ont été choisis pour la polarisation, tel qu'on le voit. Du point de vue AC, c'est des points en vert, avec une mention spéciale ici pour ces deux points qui nous permettent d'évaluer c'est quoi la puissance dissipée par la résistance R-DAM, ce qu'on n'a pas pu faire
par simulation, malheureusement. Et c'est ça. Donc, à quoi ressemble le circuit qu'on a dessiné, c'est ça. On a rajouté des capacités ici, une capacité et les 4 autres capacités ici pour optimiser la bande passante en wideband CDMA. Alors, là, nous avons notre RDIMM juste de 50 kΩ. Tout à l'heure, je disais, s'il fallait mettre 200 kΩ, on aurait eu 4 fois plus de surface ici. Donc, c'est ça qui justifie un peu que notre référence a été choisie à la référence 1, si vous vous en rappelez. Ici, nous avons nos 120 transistors qui constituent le buffer. Et là, nous avons le circuit donc, de l'étage de lien avec les capacités que tout à l'heure nous avons mentionnées. Alors, toutes ces notions ont été... tout ce travail a été fait grâce à des notions qu'on a eues en microélectronique analogie. On s'en va aborder très brièvement un aspect pédagogique ici qui découle du besoin que nous avons identifié à l'ETS pour un étudiant de génie électrique. Il va prendre le cours ED200 pratiquement dans sa 2e année à peu près. Et s'il doit encore faire de l'électronique par la suite, ce sera en maîtrise avec le cours microélectronique analogique. Il s'écoule donc pratiquement 2 ans pendant lesquels l'enseignement qu'il a reçu peut être non optimisé. Donc, nous avons proposé un circuit qui permet la révision, un outil qui permet la révision permanente des notions analogiques au niveau de ces besoins identifiés, et deuxièmement qui permet la mise à jour des cours gradués. Donc, c'est un module pédagogique pour lequel on a conçu une banque de questions divisée en 3 étapes. Ici, révision, approfondissement et application. Donc, on va juste faire très brièvement, montrer à quoi il ressemble, juste en 2 minutes. Donc, il ressemble à ça, le circuit. Donc, on a vu, niveau 1, c'est la révision des notions de LE200, le niveau 2, l'approfondissement, le niveau 3, c'est l'application. Alors, si nous regardons par exemple ici l'introduction des composants de base, ça nous donne ceci. La diode, le transistor, bipolaire, transistor à effet de champ. On peut regarder par exemple le questionnaire qui est relatif au transistor bipolaire. On se rend compte qu'il y a des questions de type vrai ou faux posées à l'étudiant. Il doit cocher des cases pour dire si elles sont vraies, si elles sont fausses. Il y a des questions directes dans lesquelles il coche des cases sans avoir d'autres opportunités à côté. Mais il y a aussi des questions graphiques pour lesquelles il analyse le circuit et il est capable de dire voilà ce qu'il en est qu'il propose comme réponse. Donc à la fin, il peut aller regarder des réponses qui sont ici. Et là, nous avons des cases qui sont cochées, qui permettent de dire, au besoin des commentaires qui sont placés, pour dire, voilà, on va commenter un peu le résultat pour aider l'étudiant à mieux comprendre ce qu'il en est. Donc, on remarque que c'est fait avec l'outil Excel. C'est fait avec l'outil Excel, donc ça permet c'est un outil simple, pédagogique, facilement accessible, parce qu'on peut l'avoir à partir de l'intranet. Il permet la révision et la mise à jour des connaissances en analogique, et il crée une simulation pédagogique parce que les étudiants peuvent faire de l'auto-évaluation sur les notions qu'ils ont et se préparer au cours par la suite. Mais aussi, les enseignants peuvent évaluer les étudiants grâce à ce module. Pour terminer, nous avons choisi donc de présenter toutes nos communications dans le cadre de notre travail de recherche. Trois présentations d'ordre technique, 2 présentations d'ordre pédagogique. Une mention spéciale pour notre article qui a été proposé à la conférence IEEE, Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering, qui va se dérouler à Montréal du 29 mars au 2 mai prochain. Également au niveau pédagogique, il y a l'article qui a été accepté il y a 2 ans de ça, c'était Proceedings of Canadian Engineering Educational Association. Donc sur ce, monsieur le membre du jury et chers invités, je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, on va passer à la période de questions.